22e séminaire de culture scientifique de l'Observatoire de Paris. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir deux personnes pour le prix d'une. Brigitte Zanda, ancienne chercheuse au Muséum d'Histoire naturelle, qui est aussi affiliée à l'Observatoire de Paris. François Collat, chercheur CNRS, qui est à l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides à l'Observatoire de Paris, à Paris PSL. Et tous deux, c'est des experts trackers de météorites, car ils sont à l'origine du projet Fripon et Vigiciel, qui vont de pair. Je vais les laisser dire ce qui se cache derrière cet acronyme sympathique. Mais avant, quelques petits détails techniques. Cette vidéo, ce séminaire est enregistré comme tous les autres. Il sera mis sur la chaîne YouTube de l'Observatoire de Paris. Pour poser vos questions, vous êtes bien sûr les bienvenus. Vous levez la main dans enfin, j'imagine que vous savez tous lever la main sur Zoom. Et je vous ouvre le micro, car normalement, vous ne devriez pas pouvoir le faire vous-même, sauf si j'ai raté quelque chose. Mais voilà, donc vous levez la main ou vous mettez quelque chose dans le chat. Moi, je surveille ça pendant toute la vidéo. Et au moment important, je vous ouvrirai le micro. Que dire de plus? Rien d'autre, on va commencer. Brigitte, François, je vous laisse la parole. Alors, bonjour à toutes et à tous et merci d'être là. Donc, nous allons faire cette présentation à deux voix. Je vais faire une courte introduction, puis je vais laisser parler François et je conclurai. La raison, c'est qu'en fait, il y a vraiment deux parties à ce projet, même si elles sont complètement liées. Il y a la partie Fripon qui est vraiment surveillance du ciel, réseau de caméras, et ça, c'est François qui, évidemment, a piloté. Et moi, je me suis plus intéressée à la partie recherche sur le terrain des météorites, ce qui était au départ le projet Vigiciel. Donc, on va vous parler un peu chacun de ce qui fait notre spécialité. Alors, il faut que je reprenne la main, voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est une collaboration entre l'Observatoire de Paris et le Muséum national d'histoire naturelle au départ. Et tous ceux qui travaillent à l'Observatoire connaissent cette gravure qui est dans l'escalier de l'Observatoire, où on voit Louis XIV en train de visiter le muséum et l'Observatoire en construction au loin. Bien entendu, il s'agit d'une allégorie parce qu'on ne voit absolument pas l'Observatoire depuis le muséum, et puis il n'y a pas de salle comme ça au muséum maintenant. En tout cas, les bâtiments d'époque ont été détruits. La première collaboration et la dernière, en fait, avant celle-ci, entre nos deux institutions, c'était déjà une histoire de météorite. C'était en 1864, la chute de la météorite d'Orgueil, qui s'est révélée être un objet extrêmement important pour nous. Et donc, c'était la première collaboration entre les deux institutions. Et la suivante, voilà, c'est encore une histoire de météorite. Alors, à l'origine de ce projet-là, c'est vraiment la constatation qu'on ne trouve plus les météorites qui tombent en France. Ce que vous avez ici, c'est une carte, donc deux cartes de France où sont représentés tous les objets dont la chute a été observée et qu'on a retrouvés au 19e siècle et au 20e siècle. Et vous voyez qu'il y en a 5 fois moins au 20e siècle. Bien entendu, c'est pas qu'il en tombe moins, c'est que à l'heure actuelle, les gens ne sont plus dehors, ne voient plus tomber les cailloux, parce que c'est très important d'observer une chute pour pouvoir la retrouver. Et puis, quand il y a un nouveau caillou dans leur jardin, ils ne le détectent pas. Et en réalité, même si on regarde bien la carte du 19e siècle, on se rend compte que c'est les gens qui trouvent les objets parce que les découvertes ne sont pas du tout réparties au hasard. En fait, c'est dans les grandes plaines fluviatiles qu'on a des découvertes, c'est-à-dire la vallée de la Loire, la vallée de la Seine, la vallée de la Garonne et la vallée du Rhône, en fait. Et toutes les parties élevées, montagneuses, voire couvertes pour le nord de la France, eh ben, on ne trouve pas les météorites. Donc, d'où l'importance des citoyens et d'où l'idée de remplacer ces citoyens par un réseau de caméras pour ce qui est d'observer le ciel, mais en revanche, on a toujours besoin d'eux pour ce qui est d'aller sur le terrain chercher les objets. Voilà, donc le réseau de caméras, tout le monde en a entendu parler, hein, c'est la caméra Fripon du Pic du Midi, et je vais laisser François vous expliquer maintenant pourquoi est-ce que c'est important de caractériser cette matière d'origine interplanétaire. François, à toi.
Oui, bonjour. Donc, je vais vous faire en fait un peu la big picture en fait de la matière interplanétaire. Donc, vous voyez là l'image. Bon, c'est toujours compliqué de représenter le système solaire à l'échelle des tailles des planètes et des distances. Mais enfin, en gros, voilà, on est obligé de faire quelque chose comme ça. Donc, en fait, il y a évidemment les planètes. Et ce qui nous intéresse, c'est toute la matière interplanétaire. Donc, en gros, qui va des astéroïdes jusqu'à la poussière très fine qui fait des étoiles filantes ou la lumière zodiacale. Donc, en gros, de 1000 km à quelques microns. Donc, évidemment, ça fait un spectre très large d'objets et qui s'observent de façon différente. Et c'est intéressant parce qu'en fait, ces objets sont la plupart du temps assez peu transformés depuis la formation du système solaire. Donc, c'est vraiment des témoins originaux de la formation du système solaire. Et c'est aussi important de bien les caractériser pour savoir le flux d'impact sur la Terre actuelle et par exemple, pour mesurer en fait l'âge en fait des structures sur des planètes comme Mars ou sur la Lune. Voilà. Donc, je vais vous faire un petit peu un résumé voilà, de la suite. C'est Brigitte. Voilà, donc en fait, je vais partir du plus petit au plus gros. Donc ici, vous avez un phénomène qui est vraiment fantastique et c'est un peu une des rares choses qu'on peut voir de cette matière interplanétaire qui est compliquée à observer. Donc ça, c'est la matière qui fait la lumière zodiacale. Donc si vous avez eu la chance d'aller dans un endroit très sombre, vous verrez que dans le plan de l'écliptique, là où on voit les planètes, et bien en fait, le matin ou le soir, on voit ce triangle de lumière qui est assez lumineux. Vous voyez que là, c'est plus lumineux que la Voie lactée. Donc, c'est quand même très lumineux. Et ça, c'est juste la très petite poussière, en fait, sur laquelle se diffuse la lumière du soleil. Donc, pour que la lumière du soleil, ben, c'est de la lumière visible. Donc, en fait, il faut que cette poussière, elle soit de l'ordre du micron pour que ça marche, en fait. Quelque chose d'équivalent à la longueur d'onde de la lumière visible. Donc, ça, c'est vraiment et tout ça, ça provient de la poussière, principalement de la poussière qui a été éjectée par les comètes. Voilà. Alors, la suivante. Voilà. Donc, si on va un peu plus loin, bon, c'est des étoiles filantes. Donc, les étoiles filantes, c'est typiquement de quelques dixièmes à un centimètre. Voilà, quelques dixièmes de millimètre à un centimètre. C'est très petit, en fait. Hein. C'est comme elles vont très vite, l'énergie cinétique est quand même suffisante pour pouvoir éclairer et faire ce beau spectacle. Alors, la suite. Alors là, c'est vraiment le domaine de Fricon, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle les bolides. Alors bolide, c'est un terme en fait un peu historique en fait. C'est les grosses étoiles filantes. En fait, bolide normalement, c'est ce qui est plus brillant que magnitude -3, -4, c'est-à-dire en fait l'objet le plus brillant du ciel, c'est-à-dire Vénus. C'est-à-dire, si c'est plus brillant que Vénus, c'est un bolide, et si c'est moins brillant, c'est une étoile filante. Alors, en fait, moi, c'est quelque chose comment dire, bon, je trouve pas ça très intéressant parce que c'est jamais des boîtes où on met des choses. Et en fait, tout ça, c'est des météores. Alors, la suite. Donc, ça, c'est pour les objets de 50 cm à 20 mètres. Donc, ça, c'est une carte en fait qui est faite par un satellite US. En fait, donc, au début, c'est les satellites de l'armée américaine pour détecter en fait des explosions nucléaires. Mais vous savez qu'en fait, quand tombe un gros astéroïde sur la Terre, enfin un gros astéroïde, c'est de l'ordre du mètre à quelques mètres, ça fait comment dire, un dépôt d'énergie très important, hein, qui est vraiment similaire aux explosions atomiques. Donc en fait, au lieu de voir les explosions atomiques, en fait, le satellite militaire il a vu tous ces objets. Donc vous voyez tous ces événements, vous voyez qu'il y en a beaucoup. Alors le gros en rouge au milieu de la Russie, bah, c'est Tcheliabinsk. Hein, c'était le plus important depuis très longtemps. Et puis, vous voyez que c'est réparti uniformément sur la Terre. Voilà. Donc, la suite. Donc, ça, c'est pour des objets encore plus gros. Alors, ça, c'est évidemment, c'est des événements qui sont de plus en plus faibles. Et donc, ça, c'est par exemple les événements sur les planètes géantes. Donc, on connaît très bien l'impact de Schumacher-Levy 9 qui était vraiment fantastique en 1994. Et maintenant, il y a des programmes de surveille en fait, d'impact sur Jupiter. Alors, on pense qu'il y en a à peu près un par an, mais c'est encore avec des statistiques sur très peu d'événements. Hein. Enfin, c'est des choses qu'on sait faire en astronomie, mais en fait, c'est important de savoir en fait, ces choses-là. Et donc, il y a des programmes de surveille de Jupiter en particulier. Donc, la suite. Voilà. Et à la fin, en fait, eh ben, il y a les surveilles en fait, optiques. Donc,
ce qui va se passer là, c'est qu'il y a le LSST, là, le gros télescope qui va bientôt être en route au Chili, hein, d'ici 1 ou 2 ans, et dont le but en fait d'être exhaustif jusqu'à des tailles d'astéroïdes de 150 mètres. Voilà. Voilà la suite. Donc en fait, sur ce graphique, vous voyez un peu un résumé hein, de tout ça. Donc en fait, vous voyez que ça va d'objets de 1 km à des objets de 1 cm. Et ce qu'on voit, c'est que Fripon, en fait, il va combler un trou justement entre les détections comment dire, des télescopes et puis ce qui se passe sur les étoiles filantes. Donc on va combler le trou en gros 1 cm, 1 mètre. Voilà. Voilà la suite. Voilà, donc en fait, voici en gros la présentation qu'on va faire. Donc je vais présenter le réseau Fripon, la dynamique et les origines des objets, et puis ensuite, en fait, Brigitte vous présentera en fait comment retrouver les météorites. Voilà, la suite. Donc ça, c'est juste une nomenclature, hein, c'est important parce qu'en fait, de bien parler de ce qu'on voit. Donc les gens font souvent la confusion entre météorites et étoiles filantes, et bolides. Enfin, tout le monde, on a tout le temps des témoignages, hein, y compris dans les journaux, partout. J'ai vu une météorite. En fait, non, vous avez vu un météore, c'est un phénomène brillant. Et la météorite, c'est vraiment le caillou, si jamais le caillou initial a pu survivre à son entrée atmosphérique. Voilà. Donc le réseau Fripon, en fait, pour observer ces météores, en fait, on a mis en gros une centaine de caméras en France. Hein, donc c'est un projet qui a été financé par l'ANR. Et petit à petit, en fait, il s'est développé en Europe. Là. Alors, ensuite, donc voilà quelques présentations. Donc, voilà, il y a le caméra du Pic que vous avez déjà vu, puis il y en a une autre qui est à Cavarques, en fait, là c'est en région Aquitaine, donc c'est sur une école. Donc on a un spectre très large de lieux d'installation des caméras. Donc évidemment, il y a des laboratoires, hein. Il y a tous les laboratoires de l'INSU, ils y sont passés. Et ensuite, il y a tous les musées, les planétariums, des associations d'amateurs d'astronomie, et puis des mairies, les écoles. Donc voilà à quoi ressemblent les observations que l'on fait. Donc c'est des caméras fisheye, c'est-à-dire qu'ils voient le ciel en entier. Et donc chaque caméra est pilotée par un petit PC avec un logiciel de détection de météores qui permet de dire voilà, j'ai vu quelque chose à telle heure. Voilà. Ensuite, donc voilà le réseau, comment il est. Donc en bleu, vous avez la France, vous voyez que c'est assez dense. Il y a, rapidement, en fait, on a créé des collaborations avec nos amis européens. Là. Donc ça a débuté par l'Italie. Alors oui, l'Italie, ça a très très bien marché. Hein. Il y a maintenant quasiment une 50aine de caméras. Il y a aussi la Roumanie, il y a petit à petit. Bon, on a été un peu, évidemment, embêtés par les histoires de confinement. Donc, notre extension a été un peu ralentie ces 2 dernières années, là, mais ça va repartir très fort normalement. Voilà. Et il y a même le Canada, où il y a eu des caméras financées par le planétarium de Montréal. Alors, ensuite, donc, je vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, ça, c'est une détection simple, c'est-à-dire, voilà, il y a eu une observation. Vous voyez l'image qui était une des images qui était faite à l'Observatoire de Paris. Ensuite, hop, donc il y a un météore voilà, qui est observé par la caméra. Donc la caméra va ensuite envoyer une information à notre serveur qui va dire voilà, j'ai vu un météore à telle heure à l'Observatoire de Paris. Et en fait, dans ce cas-là, ça envoie juste une image et c'est tout en fait. Et ça dit, et dans notre base de données, on sait qu'il y a eu, voilà, à telle heure, il y a eu un météore observé, enfin un météore, au moins un objet, quelque chose de lumineux observé à l'Observatoire de Paris. Dans la suite, hop, donc ça renvoie dans une base de données. La suite, hop. Maintenant, on va voir en fait un événement qui était vu par plusieurs caméras. Voilà, vas-y. Voilà, donc on voit le météore qui était vu par 4-5 caméras. À ce moment-là, en fait, notre serveur sait que ce météore a été observé par plusieurs caméras. Alors à ce moment-là, il va télécharger toutes les données, c'est-à-dire toutes les images de la détection. Donc c'est quand même assez gros. Hein. À chaque fois, ça fait 400-500 images, hein, donc à peu près 600-700 mégaoctets. Et il va y avoir ensuite ce qu'on appelle un pipeline de réduction. Enfin, c'est une chaîne de calcul qui va en fait calculer la triangulation, c'est-à-dire ça va pouvoir nous permettre de mesurer la trajectoire
et aussi de calculer en fait, enfin tout en fait. Hein. On va voir les vitesses, on va voir, et en particulier, on va savoir en fait la masse initiale. Alors, pour trouver la masse initiale, on sert au début de la trajectoire, en fait, quand le météore est très haut. Ben, en fait, il y a assez peu de freinage et donc, en fait, on peut quand même calculer une masse initiale hein, juste avec la formule toute bête de freinage, hein, le F égale m gamma, en faisant l'hypothèse que la masse est constante. Et ensuite, en fait, l'échauffement de l'objet dans sa rentrée atmosphérique va faire qu'il va perdre de la masse. En fait, il va fondre, en gros, hein, et c'est un phénomène, on appelle ça de l'ablation. Et à ce moment-là, on a un autre modèle d'ablation. Donc, ça s'appelle des modèles d'ablation-freinage qui nous permettent de calculer, en fait, la masse restante. Et donc, c'est comme ça que l'on sait qu'il y a une masse qui reste. Et à ce moment-là, cette masse, en fait, elle va tomber en chute libre. Et puis, on va essayer de trouver une zone de chute. Voilà. La suite. Donc, maintenant, sur la dynamique, parce qu'il n'y a pas que la recherche des météorites. En fait, ce qui est intéressant, c'est que si vous vous intéressez, par exemple, un petit peu aux astéroïdes, hein, vous savez qu'il y a beaucoup de sciences qui se fait à partir juste des orbites des astéroïdes, parce que finalement, pour les 1 million d'astéroïdes qu'on connaît, ben, on ne connaît pratiquement que leur orbite, et vaguement leur taille. Et avec ça, on peut faire énormément de sciences. Et donc, nous, on veut faire pareil. Donc, actuellement, on a en gros 6000 orbites. On en observe à peu près 1200, 1300 par an. Et quand on regarde, par exemple, la vitesse initiale, donc la vitesse juste avant d'entrer dans l'atmosphère, on voit qu'on a une répartition à deux bosses. Donc une répartition vers 60 km/s et puis une autre avec des vitesses plus faibles, vers 20 km/s. Alors la suite. Hop. Alors voilà. Bon, ça, c'est juste pour vous montrer, en fait, là, les astéroïdes géocroiseurs et puis les astéroïdes transneptuniens. Et en gros, ce qui se passe, c'est que les objets qui sont très rapides, en fait, c'est des objets qui viennent de loin, qui viennent de l'extérieur du système solaire. C'est-à-dire qu'en fait, comme ils viennent de loin, en fait, quand ils arrivent sur la Terre, ben, ils ont une vitesse importante, hein, juste parce qu'en fait, ils vont perdre de l'énergie potentielle. Et donc, cette énergie potentielle est transformée en énergie cinétique et donc en vitesse. Par contre, si l'objet vient de la ceinture principale, il aura une vitesse plus lente. Donc, en fait, ces deux bosses, en fait, ces deux familles, en gros, ça représente la ceinture principale de l'astéroïde entre Mars et Jupiter et les objets transneptuniens. Voilà. Alors, la suite. Hop. Et donc, en fait, si on refait ce graphique avec une autre façon de la montrer, cette fois-ci, au lieu de mettre les distances, on monte juste la zone en fait, entre la Terre et Jupiter. Et donc, on voit en fait là la répartition des astéroïdes. Donc, tout ça juste pour dire, c'est que cette répartition, elle n'est pas complètement uniforme entre Mars et Jupiter. Il y a des problèmes en fait de résonance avec Jupiter et puis d'autres planètes. Et ce qu'on voit, c'est que ces résonances, en fait, elles vont sculpter un petit peu la forme de la ceinture principale d'astéroïdes. Et que si on regarde, nous, ce qu'on voit comme vitesse, là, vous voyez en bas, ben, on voit qu'en fait, la zone, par exemple, la ligne verte, elle correspond exactement à la résonance 3,1 avec Jupiter. C'est-à-dire qu'en fait, Jupiter en fait, est venu en fait, nettoyer cette zone. En fait. Donc voilà, donc en fait, d'un côté à droite, on a vraiment les objets qui sont au-delà de Neptune. Voilà. Et puis, le gros paquet, ça correspond aux astéroïdes de la ceinture principale. Alors, il y a des extensions qui pourraient faire penser qu'on a des objets qui viennent d'au-delà du système solaire, mais en fait, ils sont vraiment inclus dans la barre d'erreur. Voilà. Alors, la suite. Hop. Et donc, c'est intéressant parce que si on se compare avec d'autres réseaux, par exemple les réseaux Sonotako qui sont en fait au Japon et puis Edmond qui est un réseau en fait européen, on voit qu'en fait, ils n'ont pas ces deux bosses. Ils ont la bosse en fait des objets rapides, donc des bosses correspondant aux objets cométaires transneptuniens, et ils n'ont pas cette bosse en fait sur des objets lents. Et donc, en fait, ce qui est intéressant avec Fripon, c'est qu'on fait vraiment la connexion entre le monde des comètes et le monde des astéroïdes.
Et puis maintenant, c'est de plus en plus qu'en fait, il y a énormément de connexions entre ces deux mondes, parce qu'on voit des objets qui deviennent des comètes. Et de la même façon, il y a des comètes qui sont mortes et qui ne sont plus actives. Et finalement, en fait, ce qu'on appelle ça, c'est les petits corps du système solaire. En fait. Il y a évidemment les comètes et les astéroïdes, mais tout ça est mélangé. Et donc, avec Fripon, on peut accéder en fait à ces deux mondes en même temps. Voilà. Donc, c'est ça qui est vraiment intéressant. Ensuite, voilà. Donc, c'est rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas trop comment fonctionnent les radiants des comètes, c'est des pluies de météores. C'est juste qu'en fait, comme tous les météores qui sont éjectés par une comète, ben, en fait, tous les objets qui sont éjectés par une comète ont en gros la même vitesse. Et donc, quand ils vont pénétrer dans l'atmosphère, on va avoir l'impression qu'ils viennent d'un point. Voilà. C'est juste comme un effet de perspective. Et donc, c'est ce qu'on appelle le radiant. Voilà. Donc, c'est par exemple les Perséides, là, la fameuse pluie des étoiles filantes du mois d'août. Et ben, le radiant, il est dans Persée. Voilà. Donc, et ça, c'est une combinaison de la vitesse de ces objets et de la vitesse de la Terre. En fait, ils viennent percuter la Terre. Voilà. Alors, la suite. Donc ça, c'est juste pour montrer une image, en fait, où vous voyez une pluie des Géminides, hein, et puis des pluies, en fait, complètement sporadiques. Donc on voit voilà, la suite. Et tout ça pour vous montrer, en fait, un premier résultat de Fripon. Ça, c'est tous les radians mesurés des objets de Fripon. C'était au début, hein, c'est 2500 orbites. Alors, ce que vous voyez, c'est qu'il y a des endroits où c'est concentré, et ça correspond aux pluies d'étoiles filantes. Donc, vous avez en haut à droite, vous avez les Perséides. Vous voyez que les Perséides, elles sont assez allongées, c'est parce qu'en fait, la pluie des Perséides dure très longtemps. Elle dure une semaine, 2 semaines pratiquement. Et donc, en fait, pendant ces 2 semaines, la vitesse de la Terre, elle varie par son orientation, ce qui fait que la résultante de la vitesse bouge. Donc, le radiant bouge un petit peu. Par contre, vous avez des pluies très courtes, comme les Géminides, juste en dessous, qui dure très peu de temps, donc ça fait un tas de points très concentrés. Et le reste, en fait, ce sont les météores sporadiques. Et c'est ça qui nous intéresse plus, parce qu'en fait, les pluies d'étoiles filantes, ça fait longtemps qu'on les voit. En plus, Fripon n'est pas très sensible. En fait, Fripon a été développé pour voir les gros objets qui sont potentiellement producteurs de météorites et pas les petites étoiles filantes. En fait. Donc, en fait, les pluies d'étoiles filantes, ça nous intéresse que moyennement. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment les objets sporadiques. Et voilà, donc la suite. Donc ça, c'est une autre façon de voir ces objets. Donc là, on a retiré les étoiles filantes et on a pris un repère tournant bloqué sur le Soleil. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre une carte du ciel normale, en fait, on l'a fait tourner avec le même mouvement que le Soleil. Alors, ce qu'on voit, c'est que vous avez le Soleil, c'est le rond jaune à gauche. Et donc, en fait, autour du Soleil, il n'y a rien, parce qu'il fait jour, on ne voit pas les étoiles filantes. Et par contre, de l'autre côté, vous voyez qu'on a des objets. Alors, le code des couleurs, c'est que quand c'est bleu ou foncé, c'est des objets faibles, à faible vitesse, donc typiquement astéroïdaux. Et quand c'est jaune, c'est des objets rapides, 70 km/s, qui sont des objets plutôt cométaires. Alors, on voit que, par exemple, à l'opposé du Soleil, on a des objets bleus, donc des objets juste de la ceinture principale. Et donc, ça, on appelle ça les antihélions, à l'opposé du Soleil. Donc, ça, c'est des objets assez connus. Donc, ça permet de voir un petit peu un peu la dynamique, de comprendre un peu la dynamique de ces objets. La suite. Voilà. Donc, rapidement, je vais vous montrer en fait un événement. Donc, c'est le cas du 8 septembre 2019. Là, donc, on a eu un bel événement en Bretagne, Normandie. Donc là, vous avez la caméra de Caen. Alors, vous voyez en fait un objet qui se balade là, je ne sais pas si elle tourne. Ouais, voilà. Donc ça, c'est en temps réel. Hein. Donc, vous voyez que c'est assez lent. C'était le matin. Et donc, en fait, c'est voilà, la suite. Donc là, évidemment, il y a eu une détection à Caen, hein, la suite. Donc, voilà comment ça se passe, en fait, une chute. Donc, quand on a une chute, en fait, pour que ça produise une météorite, parce que c'est quand même ça qui nous intéresse quand même beaucoup, il faut que la vitesse initiale soit inférieure à 25 km/s. Alors, ça paraît rapide, mais les objets qui ont été fabriqués par l'homme, qui ont été plus rapides, en fait, pour les rentrées atmosphériques, ce sont les missions Apollo.
Les missions Apollo, elles rentraient dans l'atmosphère à 11 km/s. Voilà. Et donc, si elle est rentrée à des vitesses plus importantes, en fait, elle risquait de complètement être détruite durant leur rentrée atmosphérique. Donc, il y a un freinage au début, qui se passe environ à 100 km d'altitude, sans qu'il y ait en fait de perte de masse. Ensuite, la pression dynamique qui est liée en fait à cette entrée atmosphérique va faire que il va commencer à devenir lumineux, et puis il va aussi avoir, en fait, s'il n'est pas très solide, il peut se casser. Donc, il peut y avoir une fragmentation. Donc, la plupart du temps, il y a une fragmentation. C'est très rare qu'il n'y ait pas de fragmentation. Et ensuite, il va disparaître, en fait, de notre vision, parce qu'en fait, sa vitesse va être trop faible pour qu'il soit lumineux. En fait, il sera plus lumineux, on ne le verra plus. Donc ça, c'est typiquement à partir de 20 km d'altitude. Et à ce moment-là, en fait, il y a ce qu'on appelle le vol sombre, c'est-à-dire le vol comme c'est un caillou qui tombe en chute libre. Et donc, pour savoir où il est tombé, on a besoin d'avoir des modèles de météo. Donc, on a les modèles de Météo France qui nous permettent de calculer les vents et de savoir où il est tombé. Donc, c'est ça le principe, en fait, pour qu'on ait une chute de météorite. Voilà. Donc, voilà ce qu'on calcule avec Fripon. Donc là, vous voyez, c'est la trajectoire de l'objet qui a commencé dans le Pas-de-Calais, qui s'est fini au sud de la Bretagne. Alors, malheureusement, il est tombé dans l'eau, donc juste au sud de la Bretagne, mais c'était un de nos plus gros événements. Et ce que vous voyez aussi, c'est qu'il était très peu incliné par rapport à la Terre, par rapport à l'horizontale, ce qui fait qu'en fait, quand c'est comme ça, il freine doucement et on a vraiment plus de chances d'avoir une météorite à la fin. Voilà. Donc, la carte à droite, vous voyez, oui, c'est bon. Donc, ensuite, là, on fait ce qu'on appelle une astrométrie, c'est-à-dire on mesure la position sur la caméra. Donc, la trace, vous voyez en bleu la trace du météore, puis en vert, en fait, c'est toutes les étoiles de calibration qui nous ont servi pour calculer ça. Donc, on voit en fait la rotation de la Terre. OK, la suite. Donc, ça, c'est la carte. En fait, à droite, ça vous montre la carte, la Bretagne avec les zones de chute. Donc, il y a eu 2 gros fragments qui sont tombés en Bretagne, et le plus gros, en fait, qui est tombé dans l'eau, voilà, malheureusement. La suite. Je vais peut-être passer la parole à Brigitte pour la suite. Ah, t'as ton micro coupé. Excusez-moi. Du coup, il faut que je revienne là. Les météorites. Voilà. Excusez-moi, je n'arrivais pas à reprendre la main sur le micro. Vous m'entendez maintenant? C'est bon? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Ok, d'accord. Donc, moi, je vais rapidement, puisqu'il ne reste plus beaucoup de temps, je vais vous parler un petit peu des détections. Donc, on a eu la chance d'observer la chute d'une météorite le 1er janvier 2020, alors avec des caméras du réseau italien, évidemment, mais c'est quand même, comme toutes les données arrivent en fait chez nous, c'est François qui les a prévenus qu'il y avait un événement. Et donc, voilà, il y a eu ce calcul de trajectoire et de zone de chute. Et la question maintenant, c'est comment est-ce qu'on fait pour retrouver un objet? Comme par le passé, en fait, on est amené à faire appel aux citoyens. Et donc, l'INAF, l'Institut italien, a mis une petite annonce, et vraiment coup de chance extraordinaire, parce que nous, en France, on voit bien qu'on a fait beaucoup de travail pour prévenir les populations, mais ça n'a pas, pour le moment, encore pas fonctionné en France. Donc, c'est ce monsieur qui se baladait avec son chien, et c'est le chien, en fait, qui a trouvé la météorite. Et donc, vous voyez ici les photos. Alors, c'est le même caillou qui est représenté sous 3 angles, qui était cassé en 2. On sait qu'il en manque un bout, mais comme c'est extrêmement boueux autour, on n'a pas été capable de le retrouver. Et ça, c'est au musée. Moi, j'aurais pas pris ça avec mes doigts comme ça, mais au musée où ils sont très fiers de montrer l'échantillon. Depuis, il y a eu une chute d'une météorite extrêmement importante et extrêmement friable en Grande-Bretagne, observée par plusieurs réseaux de caméras. On est capable maintenant, avec différents réseaux, de partager les données, de refaire les calculs à plusieurs et de mélanger nos données. Et donc, cet échantillon extrêmement friable, qui ressemble en fait un petit peu à la météorite d'Orgueil et qui est un des objets les plus intéressants, les plus primitifs du système solaire, ce à quoi ressemble probablement l'astéroïde Bennu, vers lequel
duquel les Américains sont en train de rapporter des échantillons, c'est littéralement écrasé sur, sur du ciment, en fait. Mais il y a eu des bouts entiers qui ont été retrouvés dans l'herbe à côté. Alors, comment ça s'est passé? Dans ce cas-là, quand les observations ont été faites, il y a eu une annonce qui a été faite qui a été faite à la radio, à la télévision, et le monsieur qui a trouvé ça dans sur son allée, en fait, au lieu de balayer ça et de le jeter, comme il a entendu parler de ce qui s'était dit dans les médias, il a eu l'idée de prévenir les scientifiques, et c'est comme ça que cet objet extrêmement précieux a été retrouvé. Il aurait été sans nul doute perdu. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir retrouver les météorites? Il faut une bonne détection, un bon calcul de la zone de chute, parce que sinon, c'est chercher une aiguille dans une botte de foin, mais si en plus on n'a pas les bonnes infos, c'est très difficile. Que l'information soit relayée par les médias, qu'il y ait des citoyens curieux à l'autre bout de la chaîne qui entendent ces informations et qui aient la curiosité d'investiguer cet objet bizarre, et qu'il y ait des canaux de communication, donc dans le sens scientifique, citoyen, de la communication, bien sûr, mais dans l'autre sens aussi, de manière à ce que les objets répondent jusque nous. Et donc, c'est là qu'on a un rôle extrêmement important de la presse, de faire de la publicité autour des événements qui se produisent. Et puis, on a produit ce petit dépliant qu'on distribue aux gens des régions qui sont concernées, en leur expliquant comment reconnaître une météorite, en leur en montrant. Et il se trouve qu'en Autriche, suite à une détection d'un réseau dans lequel aussi Fripon est impliqué, et quelques mois après, notre collègue a reçu un appel de quelqu'un qui lui a dit « J'ai trouvé un caillou bizarre dans mon jardin ». Et donc, c'est comme ça que la météorite de Kinberg a été retrouvée en 2021 en Autriche. Et là, de nouveau, c'est un objet qui n'aurait pas du tout été trouvé sans toutes ces actions qu'on a menées. Donc, pour prévenir les citoyens, comment on fait? On s'appuie sur des relais régions. Alors, évidemment, il y a les relais du réseau Fripon, mais on a aussi des relais éducatifs qui sont concernés ici. Et là, on voit toutes ces personnes qui sont rassemblées ici parce que, évidemment, on parle avec eux. On met des outils pédagogiques à leur disposition, en particulier donc des mallettes pédagogiques. Il y en a d'ailleurs une version réduite d'une de ces valises qui se trouve à l'observatoire. Et puis, on forme les gens, on leur donne accès à des expositions, on organise des formations au muséum pour leur expliquer comment reconnaître des météorites, comment entraîner les publics, comment faire des battues de simulation. Et puis, où on en est maintenant? En France, on n'a toujours pas trouvé, mais on est de meilleur en meilleur pour explorer les terrains. Et donc là, vous voyez la carte d'une zone, donc ça c'est près de Montpellier, tous les champs, toutes les parcelles qu'on a balayées une par une qui sont coloriées ici. Alors malheureusement, sur tous les terrains, il y a des parcelles qui sont inaccessibles, parce que bien entendu, on ne va pas chercher sur les terrains sans avoir l'autorisation des propriétaires. Et puis, on en est, en ce moment même, en fait, il y a une météorite qui est tombée la semaine dernière en Normandie, à côté d'Alençon. Et donc, vous voyez nos fameux duettistes qui sont sur le terrain, c'était samedi dernier, et puis les annonces dans les journaux. Et donc là, ce qui est important, c'est évidemment pas le vote, mais c'est la campagne de recherche en Normandie. Et là, vous voyez que les recherches vont se poursuivre. D'ailleurs, en cette semaine encore, il va y avoir des recherches organisées sur le terrain, et puis on va bien finir par en trouver. Voilà, donc comment ça se passe? Et là, on voyait c'est Sylvain qui est en train d'expliquer aux gens donc, qui sont public général, amateurs éclairés, club d'astro, en train de leur expliquer qu'est-ce qui s'est passé, comment on reconnaît une météorite, ici il leur montre, et puis voilà, sur le terrain, en train de chercher. Et bon, évidemment, il ne faisait pas un temps splendide ce jour-là, et on espère que elle va être retrouvée dans les jours qui viennent. Voilà, dernier développement dont je voulais vous parler, c'est que maintenant la base de données est ouverte, donc vous pouvez aller là-dessus, et sur chaque événement, vous pouvez cliquer pour avoir plus d'informations. Ça vous dira quelles sont les caméras qui ont observé le bolide, une reconstitution de sa trajectoire approximative, puis toutes les graphiques que François vous a montrés là, qui sont montrés et sur lesquels il y a quelques explications pour comprendre ce qu'on a vu. Là, par exemple, c'est les vues de chacune des caméras et comment on détermine ce point à partir des champs de vue de chacune des caméras. Voilà, donc François vous l'a dit, les performances du réseau actuel, environ 1 millier d'orbites par an. On pense qu'il doit tomber à peu près 3 météorites par an avec une masse supérieure à 50 grammes. On a vu en évidence des familles d'objets, la base de données était ouverte.
Les projets de développement, ils sont nombreux. Je ne vais pas en parler. Vous pourrez lire cette diapo si vous êtes intéressé. Sinon, ce qui est saillant, c'est que on a l'intention d'étendre le réseau vers le sud, tout autour de la Méditerranée. Ça servira pas forcément à retrouver des objets, mais en revanche, pour compléter nos zones qu'on couvre et la dynamique et retrouver plus d'objets dans le ciel et savoir d'où ils viennent, ça sera utile. Et puis, depuis cette année, le projet Fripon a été reconnu service national d'observation. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Brigitte, merci. Juste pour compléter ce que dit Brigitte, en fait, la base de données, elle est vraiment en temps réel. C'est-à-dire que si vous avez vu quelque chose, en fait, vous pouvez aller voir 10 minutes après sur notre base et ce sera dessus. Bon, les calculs ne seront peut-être pas tous faits, mais c'est en réel. Donc ça, c'est vraiment super important de voir ça. Merci à tous les deux. Alors, pour poser vos questions, levez la main là, dans le chat où vous signalez, ou vous mettez vous signalez et je vous ouvre le micro. Moi, j'avais une question sur les extensions du réseau Fripon. Comment ça s'est passé? Parce que le réseau Fripon, c'est vraiment le premier réseau à s'être créé. Est-ce que les réseaux, là j'ai vu en Italie, en Roumanie, il y avait un petit peu en Allemagne, est-ce qu'ils ont, est-ce que c'est vraiment une extension du réseau Fripon ou est-ce que c'est des réseaux qui se sont créés plus ou moins spontanément et qui se collent sur un modèle équivalent pour pouvoir partager les données? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, nous, on a eu un financement de l'ANR qui a permis d'acheter un peu plus de 100 caméras et de les installer en France. Et on a fait, ça nous a pris beaucoup plus de temps qu'on pensait, mais justement, ce système de détection automatique, de mise en ligne de la base de données. Et donc, on a en particulier un système qui est quasiment plug and play. C'est-à-dire qu'en fait, les caméras qu'on installe, en fait, il suffit qu'elles se mettent sur le réseau Internet en mode DHCP, c'est-à-dire en mode libre. Et à ce moment-là, ça va se connecter sur un serveur qui est situé à Marseille, au LAM. Et donc, c'est automatique. Et en plus, après, les données sont traitées, l'astrométrie est faite. Et donc, de ce fait, il y a pas mal de gens qui ont été intéressés parce qu'en fait, ils se sont rendus compte de tout le travail qu'on avait fait et que, par exemple, s'ils voulaient acheter quelques caméras, ils achetaient ces caméras et se branchaient très facilement sur le réseau. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les caméras, tout le traitement des données est fait à Marseille avec une copie ici à l'Observatoire. Et donc, c'est très important d'avoir un truc centralisé parce qu'autrement, c'était trop compliqué. Donc, c'est vraiment… Fripon, en fait, c'est vraiment international. Alors, c'est pour ça qu'en fait, maintenant, quand on parle de Fripon Vigiciel, c'est vraiment le réseau Fripon français, voilà, donc la France. Et puis, quand on parle de Fripon, c'est le réseau international, c'est-à-dire toute l'Europe, le Canada. Et voilà. Donc là, on est en train d'installer des caméras, par exemple, à La Réunion, parce que ça, c'est important d'avoir l'hémisphère sud. Et au Chili aussi, par exemple, au Chili, ils ont acheté une dizaine de caméras. Alors, ce qui se passe pour l'extension, c'est que la plupart des pays, ça ne se passe pas comme nous, parce que nous, on a eu quand même pas mal d'argent justement avec l'ANR. Et par exemple, en Italie, c'est en gros, chaque université a acheté une caméra. Parce qu'une caméra, c'est pas beaucoup, en fait, c'est 1 500 € à peu près, tout compris. Et peut-être un peu plus maintenant, mais de ce ordre-là. Donc, en fait, c'est pas des grosses sommes. Et donc, en fait, il y a beaucoup d'endroits où ça s'est fait caméra par caméra. Et donc, l'intérêt, c'est que justement, ces caméras individuelles, c'est très facile de les brancher sur notre réseau. Voilà. Donc, c'est toutes les mêmes caméras. Ah oui, parce qu'en fait, oui, c'est toutes les mêmes caméras et ça, c'est hyper important. Et là-dessus, nous, on est intransigeants parce qu'en fait, là, actuellement, on en gère 200 et c'est juste pas possible qu'on gère plein de formats différents. Et donc, en fait, la caméra, l'ordinateur, tout ça, c'est vraiment la même chose et c'est indispensable pour qu'on ait un moyen de gérer ça. C'est pareil pour celles qui sont au Canada. Absolument. Oui. Mais, et sont fabriqués, en fait, il y a une petite entreprise là, chez IAC qui les fabrique à côté de Grenoble. Et en fait, les Canadiens, ils ont acheté des caméras à cette entreprise. En fait. Et on va être obligé de mettre les caméras à jour, donc il va y avoir un nouveau modèle. Il y a déjà un nouveau modèle qui tourne, mais c'est un truc qui se fait de manière complètement graduelle et on est vraiment obligé de faire ça pas à pas et on n'autorise plus une nouvelle caméra et on fait le shift au fur et à mesure qu'on shift, mais on peut pas. On est obligé de gérer un nombre de modèles ultra réduit. Oui.
Par exemple, la nouvelle version elle a fonctionné sur des Raspberry, voilà, des dernières générations qui sont maintenant suffisamment puissants pour faire ça. Et là, c'est pareil, une fois qu'on va passer vers cette nouvelle génération, ce sera tout le monde avec des Raspberry et puis voilà, on ne change plus. Alors, je vois que personne ne se manifeste pour des questions. C'était trop clair. Hein. C'était trop clair. Moi, j'en ai encore une. Sur toutes les trajectoires que j'ai vues, c'est à peu près des trajectoires peut-être de 1000 km qui sont observées sur l'incidence. Est-ce que ça peut être beaucoup plus? Est-ce que ça peut être quelque chose qui peut être visible, par exemple, traversée de l'Atlantique, visible du Canada, l'Europe? Non, en fait, ce qui se passe, c'est que par exemple, les objets rapides plus un objet rapide, plus il va s'éclairer haut en altitude. Et donc, en fait, l'altitude maximum, c'est genre, ce qu'on voit, nous, c'est 110, 120 km. Et quand c'est à 120 km, ben, en fait, s'il fait très beau, ça peut être visible à 400 km aux alentours, quoi. Donc, s'il faisait très, très, très beau, qu'on avait un objet très brillant, très haut, et il peut être visible. Enfin, nous, ça nous est arrivé d'avoir des phénomènes vus par 25 caméras, quoi. Et après, en fait, la longueur de ces phénomènes, c'est pas très grand, en fait. Hein, celui qu'on vous a montré en Bretagne, il est exceptionnel, en fait. Et la plupart, c'est plutôt une centaine de kilomètres, en fait, de longueur. Et c'est de l'ordre de la seconde. Je n'ai pas montré, en fait, là, de statistiques sur les vitesses, mais en fait, vous voyez que c'est sur les vitesses et les longueurs, mais c'est de cet ordre d'idée, en fait. C'est pas très long. Hein. Là, le développement, enfin le futur de Fripon, c'est plus de caméras pour plus de détection, on va dire. Est-ce que c'est la recherche de développement de comment analyser les données, est-ce qu'il y a des progrès à faire encore? Il y a tout. Hein. Ben, ce qui se passe, c'est que l'efficacité du réseau est complètement proportionnelle à sa surface. Hein. On aime bien dire que voilà, pour la France, eh ben, on a un capteur qui fait la taille de la France pour les orbites, pour mesurer les orbites des objets qui passent au-dessus de la France. Et donc, évidemment, il faut s'étendre. Alors, pas forcément, nous, on est vraiment le réseau le plus dense d'assez loin. Et il n'y a peut-être pas forcément besoin d'être aussi dense. Mais ce qu'on a besoin, nous, c'est d'avoir des clusters de caméras, c'est-à-dire en fait des paquets de 4-5 caméras. Donc, typiquement, là, c'est ce qu'on va voir au Chili. Là. On va avoir 4-5 caméras dans le désert d'Atacama. Donc, il y en a déjà une qui est à Paraná. Là. Et puis, 4-5 autres caméras dans la région plus au sud, là, autour de l'observatoire de la Silla. Et donc ça marche bien parce qu'avec 4-5 caméras, on peut faire justement des calculs d'orbite propres et voilà, remplir en fait ce qui est le trou qui nous manque dans le sud et d'être complètement exhaustif. Et après, pour la recherche de météorites, c'est un peu différent parce que on en tombe quand même très peu là. Et donc l'idée, c'est que par exemple en Europe, ce qui marche vraiment très bien, c'est qu'on collabore maintenant avec tous les réseaux de météores et on arrive à mélanger nos données et ça de façon assez rapide. Donc, par exemple, pour la météorite en Angleterre, là, il y a eu 4 réseaux différents. Et tout ça, c'est bien. Il y a une très bonne collaboration parce qu'en fait, installer des réseaux, c'est quand même super compliqué. Et enfin, c'est pas compliqué, mais c'est vraiment, ça demande beaucoup de temps et d'efforts. Et donc, tout le monde a bien compris que pour améliorer notre efficacité, il faut collaborer. Et puis, chacun s'occupe de ses caméras chez lui. Je voulais rajouter quelque chose au niveau des collaborations avec les amateurs et le côté science citoyenne. Il y a plein de choses qui se développent parce qu'en fait, une des grosses difficultés, c'est de décider quand on a un objet, est-ce que vraiment il y a quelque chose au sol ou non. Évidemment, on a des critères, mais on peut toujours rater quelque chose. Et là, il y a deux choses qui sont quand même utiles. D'abord, les gens qui signalent des trajectoires sur l'AMS, parce que l'AMS, l'American Meteor Society, calcule une trajectoire automatique à partir des témoignages. Et donc, s'il y a un décalage entre ce que nous, on trouve et ce que eux trouvent, ça peut nous signaler qu'il y a une caméra qui a mal fonctionné, qui a été déplacée, on n'a pas été prévenu, des choses comme ça. Ça peut attirer notre attention. Donc, ça, c'est intéressant. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'on est en train de développer un portail d'analyse des données pour vraiment, avec des critères, des explications, qui est plutôt destiné, évidemment, aux amateurs éclairés, voire très éclairés, mais
pour avoir de l'aide à la décision, puis des gens qui sont capables de réagir tout de suite et de nous dire, ah là, il y a vraiment un événement qui est intéressant, vous avez peut-être raté, allez voir. Et donc ça c'est des choses qui sont en train de se développer et je pense que ça sera extrêmement utile. Ensuite, je voudrais dire une dernière chose pour la recherche des météorites. Là, on voit que ça fait un certain temps maintenant qu'on va sur le terrain, qu'on a des relais qui sont de plus en plus formés. Et là, on voit sur la chute d'Alençon tout de suite, il y a vraiment beaucoup de gens qui sont sur le terrain, des relais, des voisins, entre guillemets. Et là, on voit qu'on n'est pas loin du moment où on pourra quasiment les laisser agir en autonomie, même si, bon, bah, nous, on y va quand on peut, ça aide. Mais on voit bien que les choses sont en train de prendre. Et quand il y a une nouvelle chute de météorite, on passe notre journée au téléphone avec les journalistes. Tout ça, l'information nous remonte vraiment de manière directe. Donc là, il y a vraiment du travail qui est en cours et je pense qu'il sera fructueux. Le réseau Fripon, ça a commencé en 2015 ou 2014, c'est ça? C'est-à-dire que ça a commencé graduellement, hein, parce que… Oui, non, je veux dire, il a été effectif, il a été mis en service, on va dire, effectif. Ça, à partir de 2015, mais effectivement, c'est mis en route doucement, quoi. Et en fait, honnêtement, on est pleinement fonctionnel depuis 3 ans, 3-4 ans maximum. Une question de Thibault Lebertre, François Collat a répondu dans le chat. Est-ce qu'il peut y avoir confusion avec les gerbes cosmiques? Tu veux dire quelque chose directement, François? Oui, j'ai répondu au chat, mais en fait, les gerbes cosmiques, c'est beaucoup, beaucoup moins lumineux que les météores, hein, donc on ne voit pas. Hein. Et par exemple, nous, on a aussi notre logiciel, notre algorithme de détection. Par exemple, il est fait aussi pour rejeter les avions et les satellites. Là. Par exemple, la station spatiale, qui est très brillante, nous, on ne la détecte pas. Oui, c'est en dessous. Baba Issa dit qu'il avait installé dernièrement une caméra Fripon. Oui, mais je vous contacte avec lui. Vous êtes au courant. Bon, il n'y a pas de questions. Tout était trop clair, sans doute. Il faut les inviter à venir nous rejoindre, hein, prochaine chute de météorites. On compte sur vous pour venir avec nous sur le terrain. Il y a déjà des gens de l'Observatoire qui viennent. On en attend plus. Mais on attend des alertes. OK. Pas tomber dans en fait, il y a un truc qu'il faudrait qu'on fasse, c'est parce qu'en fait, on a pensé ça, par exemple, pour la météorite là, il y a une semaine en Normandie. C'est vrai que je pense qu'en fait, à Paris, à l'Observatoire, il y aura moyen de mobiliser un certain nombre de personnes qui sont intéressées. Là. Parce que, par exemple, pour celle qui était tombée près de Nîmes, là, en juin dernier, il y avait tout un paquet d'étudiants qui étaient venus de Marseille. Là, et on s'était retrouvés à pratiquement une centaine à chercher, là, et c'était vraiment très, très, très efficace. Quoi. Et donc, pour organiser un truc… alors, on va sans doute organiser quelque chose le week-end prochain. Donc, si vous allez sur le site Vigiciel, vous verrez qu'il y a une page qui est dédiée à cet événement. Donc, on va la mettre à jour. Et donc, si jamais il y a… Enfin, c'est pas si jamais, il va sûrement y avoir une recherche là, le week-end prochain. Si vous êtes intéressé, vous êtes les bienvenus. Je précise que Vigiciel est toujours très actif aussi sur Twitter, par exemple, sur Facebook, pour signaler les gros météores, pour alerter les gros météores. Ce qui est intéressant sur le site Vigiciel, c'est que si vous y allez, vous allez voir, il y a un truc, c'est marqué témoigner si vous avez vu un gros météore. Et donc, il y a un système qui permet de témoigner, donc avec une aide de Google Earth, par exemple, qui vous dit, vous avez vu le météore dans telle direction, à telle hauteur, au début, à la fin, il avait telle couleur, vous avez entendu un son, etc. Et alors, étonnamment, ça paraît quand même assez, simple comme questionnaire, mais dès qu'on a une centaine d'observateurs, ce qui est très souvent le cas, et bien, ça permet de calculer une trajectoire. Et bon, même si c'est moins précis que Fripon, nous, ça nous intéresse parce que des fois, ça nous attire l'attention sur un phénomène qu'on n'avait pas forcément mis en évidence. Ça nous est arrivé 2-3 fois que grâce à ça, ben, en fait, ça nous a dit, tiens, peut-être ce truc est intéressant, et donc on regarde un peu mieux. Et c'est un outil qui est génial. Hein. N'hésitez pas à témoigner. Et en plus, maintenant, on peut sur les gros événements, ça va vous mettre en plus la trajectoire Fripon avec les caméras qu'on observait.
Et c'est vraiment ce qui est intéressant, c'est un truc qui a été fait par l'AMS, l'American Meteorological Society, c'est-à-dire que c'est le même algorithme qui sert dans le monde entier. Et donc ça, c'est vraiment génial parce qu'en fait, où que vous soyez, vous pouvez témoigner sur ce questionnaire et c'est utile en fait. Je voudrais rajouter un petit mot sur ce que disait Nicolas tout à l'heure sur Twitter. En fait, bon, on publie évidemment les annonces et au départ, il fallait, enfin, Asma, notre collègue, elle chassait vraiment les gens sur Twitter. Elle avait des mots-clés, météore, bolide, etc. Et maintenant, en fait, les gens connaissent et ils se répondent les uns les autres. Enfin, elle a beaucoup moins de choses à faire. En fait, elle publie une annonce et puis après, les gens se répondent. Ah, t'as vu un truc, mais vas-y, va sur Vigiciel, va témoigner, tout ça. La communauté s'est vraiment développée. C'est exactement comme je parlais des médias, pour le coup de la presse et ce genre de choses. Tout ce genre c'est une mayonnaise qui est vraiment en train de prendre. Et bon, nous, on n'a pas eu la chance pour le moment que ça donne lieu à retrouver une météorite, mais c'est évident que tout est prêt maintenant. S'il y a un gros objet qui tombe, ça arrivera. Enfin, on sera au courant et ça arrivera chez nous. Vous avez montré en diapo le nombre de météorites trouvées au 19e siècle et trouvées au 20e siècle. Et du coup, là, le nombre de météores observés, est-ce qu'on retrouve le nombre de météores qui auraient dû être observés au 19e? Même au 19e, on ne trouvait pas tout ce qui tombait, hein, parce qu'on estime qu'il doit en tomber, je ne sais pas, François, tu vas me corriger, mais peut-être 2, 3 par an, et on en trouvait une tous les 2 ans à peu près au 19e siècle, et maintenant c'est une tous les 10 ans. Donc il y a vraiment de la marge pour s'améliorer en fait. Hein. Ce qui se passe, c'est que, par exemple, moi, j'étais sur la chute là, en Normandie le week-end dernier. Et c'est clair qu'il y a des immenses champs de colza, c'est l'enfer, des champs qui font des hectares et des hectares, et qu'au 19e siècle, il n'y avait absolument pas ces champs de colza, il y avait des petites fermes, et voilà, les paysans de l'époque, ils faisaient le tour de leur désert assez vite, et s'il y avait un caillou, ils le récupéraient. Et je pense, honnêtement, le caillou là, de Normandie, au 19e siècle, on l'aurait retrouvé. Hein. Et là, on ne peut pas le retrouver parce que voilà, il est dans des champs. Donc les paysans ils nous racontaient que quand il laboure à 15 km/h. Et voilà, ça va à une vitesse folle. Et que s'il y a un caillou, il ne le voit pas. Quoi. Oui, puis on voit bien quand on se balade dans les bois, ils ne sont pas du tout entretenus comme au 19e siècle. Enfin, moi, je n'y étais pas là, mais on voit bien que ce n'est pas entretenu, que le bois n'est pas coupé, les gens sont beaucoup moins dehors qu'avant. Ils ont aussi moins le sens de l'observation, hein, je pense, parce que quand on compare ce qui se passe chez nous et par exemple au Maroc, dans les déserts, les gens, ils ont un regard qui vivent vraiment dans la nature qui est beaucoup, beaucoup plus acéré que le nôtre. Donc, c'est une combinaison de facteurs, en fait. Et c'est vrai qu'en fait, au début, on était assez optimiste. On disait, ouais, on va retrouver au moins autant de météorites qu'au 19e siècle et sans doute un peu plus. Donc, on avait mis un taux de 1 météorite par an. Bon, là, on n'y est pas, hein, clairement. Donc, au début, on pouvait se dire, c'est pas de chance, là, mais ça commence à faire longtemps. Et je pense que la raison, là, c'est ça. Là, maintenant, j'ai bien compris, là, c'est que voilà, quand ça tombe en Normandie, voilà, au printemps et que les végétations sont hautes, c'est mort. Quoi. Là, en fait, en Normandie, en gros, il y avait à peu près que 20% de la zone de chute qui était en pâturage, donc en zone où on peut aller chercher. Et donc 20%, c'est pas beaucoup. Quoi. Et en plus, par endroits, l'herbe était assez haute et donc on peut le rater. Donc je pense qu'en fait, j'ai peur qu'on n'arrive pas à avoir une météorite par an. Enfin, j'en suis même certain maintenant. Oui, mais c'est là que je pense que ce qui s'est passé en Autriche est assez intéressant. C'est-à-dire, on forme les gens, on leur explique, ils apprennent à les reconnaître et des mois plus tard, parce que pour le cas de la météorite autrichienne, hein, c'était plus de 6 mois plus tard, hein, puis je crois que c'était 8 mois plus tard que Ludovic a été contacté. Donc ça, on a quand même des chances que des objets comme ça sortent un peu après. C'est assez dommage, hein, parce que ça s'abîme, ça rouille. Hein. Vous l'avez vu, la météorite de Kinberg, là, elle est un peu rouillée, mais néanmoins, on a quand même des chances de retrouver des objets après coup. Ça, c'est vraiment une chance négligeable. Parce qu'il y a une chance, par exemple, après les moissons, donc au mois de juillet typiquement, qu'on puisse la retrouver encore, en fait. Hein. C'est assez grosse, en fait. Et, la chance n'est pas nulle. Hein. Donc, et ce qu'il faut, c'est que tous les exploitants agricoles soient bien au courant. Donc, c'est ce qu'on a fait, en fait. Hein. On a fait vraiment du porte-à-porte à toutes les fermes, et donner des tracts pour expliquer aux gens comment reconnaître une météorite. Et en leur disant, voilà, faites attention quand vous allez, ayez l'œil pour voir s'il n'y a pas un caillou bizarre qui traîne. Voilà. Donc, on n'est pas. Et je pense qu'en fait,
dans ce genre de situation, comme le dit Brigitte, en fait, je pense que c'est notre plus grande chance, c'est ça, hein, c'est les personnes qui vont les retrouver et pas nous en organisant des battues, en fait, qui sont parfois pas forcément super efficaces. En Italie, a été retrouvé rapidement, je crois. Oh, les vénards, incroyable. Mais là, il y a une question de chance, en fait, qui est juste. Voilà. Mais les ingrédients sont quand même les mêmes. Hein. Moi, j'y suis allé en Italie, hein, sur la zone de chute, là, et en fait, c'est dément, parce que c'est à côté d'une grande rivière avec des très grandes digues là, pour éviter, pour maintenir la rivière. Là, et de chaque côté de la digue, là, c'était une boue infernale. Là, et donc là, elle est tombée sur le chemin de la digue. C'est juste un bol incroyable. Quoi. C'est vrai que nous, on n'a pas de bol en France, mais bon, ça va passer. J'ai remis dans le chat l'URL du site Vigiciel pour merci. Ceux qui ne le connaissent pas. Et en fait, sur Vigiciel, on met toutes les informations, parce qu'en fait, c'est Fripon Vigiciel, en fait, hein, le site. Oui. On met toutes les informations sur comment, si vous voyez quelque chose. Et puis, pour s'il y a une chute, en fait, voilà, il y a les informations pour nous contacter, pour venir chercher. Donc, c'est vraiment le site de référence, en fait, pour tout ce qu'on fait. Voilà, plusieurs façons de participer hein, sur le site. Témoigner, rechercher, identifier et aussi observer en faisant l'acquisition. Et pour ceux qui ne veulent pas, on n'en a pas parlé, mais pour ceux qui ne veulent pas marcher ou pas témoigner, il y a un truc qui est assez bien, ça s'appelle Vigicratère. Ça permet, en fait, juste avec votre ordinateur, de regarder s'il n'y a pas des cratères qui traînent encore sur la Terre et qui n'ont pas été détectés. Alors, le principe, c'est d'utiliser, en fait, un système, alors, c'est pas Google Earth, mais c'est genre, en fait, donc, on vous assigne un morceau de terre et vous regardez si vous ne voyez pas quelque chose qui ressemble à un cratère. Et, alors, ça paraît étonnant qu'on ne connaisse pas tous les cratères sur la Terre, mais c'est vrai. Et, il en manque plein, même. Hein. Ouais. Et c'est un programme collaboratif qui est assez rigolo, quand vous pouvez faire ça chez vous. Voilà, les jours de pluie à l'intérieur, restent sur l'écran, et les jours de beau temps sur le terrain. Je vous remercie. Bon, j'espère qu'il n'y avait pas...